Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte Marchandise-Franquet, j'ai 42 ans, j'ai 3 enfants et 2 beaux-enfants et je suis ravie. Je vais aujourd'hui vous présenter ma candidature, qui est en fait une candidature collective à la présidentielle de 2017 via laprimaire.org, une plateforme neutre qui permet à chaque citoyen de se présenter pour sortir du système des partis. Après ma présentation, je vous parlerai des valeurs clés qui animent notre équipe, puis je vous présenterai 4 propositions qui sont la clé de notre action et des choses qui vont venir et sur lesquelles nous allons travailler et développer ce programme, ce projet de société qui est un projet qu'on va développer tous ensemble car je ne prétends certainement pas tout savoir. Je suis formatrice dans le domaine de la santé publique. J'ai travaillé dans beaucoup de domaines, dans le privé comme dans le monde associatif. Et depuis 2 ans, je suis élue à la ville de Rennes en tant que citoyenne et je suis maire adjointe déléguée à la santé. Je suis également présidente d'un réseau national autour de l'Organisation mondiale de la santé au titre de ce réseau d'adjointe. Depuis 20 ans, je suis également présidente et militante dans le monde associatif. J'ai travaillé autour de la santé, de la prévention, notamment dans les années SIDA. J'ai travaillé sur la santé des femmes, sur la contraception et sur la périnatalité. Également dans l'éducation bienveillante, dans l'éducation alternative, également dans l'environnement. Cette aventure, c'est une aventure collective et si j'ai une qualité à porter un projet, c'est celle de rassembler, de ne pas prétendre tout savoir et plutôt de laisser la place à ceux qui ont des idées, à ceux qui ont des envies, à ceux qui ont des compétences. Aujourd'hui, ils sont là, ils pourront répondre parce que pour moi, ce qui est le plus difficile là, c'est d'être toute seule face à vous. Il y a Benjamin Ball, il y a Pauline Lejeune, il y a Yoann Génie, qui ont tous des parcours associatifs, des parcours militants, des parcours dans l'éducation populaire. Et ensemble, ils vont permettre de créer une convergence militante, une convergence citoyenne autour d'un projet qui ne sera pas ancré dans un parti politique, qui ne sera pas ancré dans une démarche partisane, mais bien quelque chose de nouveau, une petite révolution finalement dans le monde politique actuel, quelque chose qui nous ressemble. Cet engagement collectif, il est ouvert, nous rassemblons les compétences. Nous allons bientôt proposer un livret d'accueil pour que vous puissiez venir participer. Ce qu'on va faire, c'est aussi vraiment, pour dès aujourd'hui, choisir demain, vous proposer une méthode. Une méthode, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a pas la science infuse, qu'on ne sait pas tout. En revanche, on sait aller chercher des faits, on sait aller chercher des experts scientifiques, mais des experts d'usage, des experts citoyens qui vont pouvoir ensemble créer, contribuer et chercher une solution qui soit un consensus, qui ne soit pas un dogme, une solution qui convienne au plus de monde possible, une solution qui s'inscrit dans une logique de bien commun vers notre humanité partagée, vers notre destin partagé. Là, je rentre justement dans les valeurs que nous partageons. Les valeurs clés que nous avons, c'est d'abord le choix. C'est pour ça que nous avons la primaire. Comment être vraiment libre? Nous avons fait un porteur de parole il y a quelques jours à Rennes avec une question: sommes-nous vraiment en démocratie? Les réponses étaient édifiantes, y compris de gens très jeunes qui nous ont dit: ben non, moi j'ai pas le choix, on vote contre des projets, on vote pour le moins pire et on vote jamais pour quelque chose qui nous enthousiasme. Et nous pensons que quelque chose qui nous enthousiasme, c'est quelque chose qui est construit à plusieurs, c'est quelque chose que l'on ne subit pas, c'est quelque chose dans lequel on agit, c'est quelque chose dans lequel on se sent libre, c'est quelque chose qu'on choisit. La première mesure, ça sera donc une refonte de la démocratie, parce que choisir demain, c'est choisir la façon dont on se gouverne, la façon dont on interagit avec les décisions. La deuxième valeur clé après le choix, c'est celle de la paix. La paix en général, la paix dans le monde, la paix sociale dans nos quartiers, la paix dans l'éducation, la paix dans nos relations sociales. La paix dans le monde parce que c'est un enjeu plus que jamais fondamental. La paix dans le monde, c'est aussi quelque chose qui est complètement lié aux objectifs du développement durable, au changement climatique. La paix dans le monde, ça veut dire faire en sorte que les 9 milliards bientôt d'humains aient tous une dignité, aient tous de quoi manger, aient tous de l'eau,
C'est ça qui va créer la paix. C'est non pas envoyer des armées, c'est envoyer de l'humanitaire. Et pour nous, choisir la paix, c'est choisir la diplomatie. C'est choisir aussi de taxer le financement. Par exemple, une taxe de 26% permettant le financement des institutions internationales et les objectifs du développement durable ou de la COP 21 et des prochains accords. Ça serait une vraie mesure qui irait vers la paix. Comment vivre ensemble ? Comment se préparer? Comment créer une société résiliente? C'est vraiment les questions que nous nous posons. Et nous ne les résoudrons pas tout seuls. C'est bien la solidarité et l'attachement communautaire qui va résoudre ça. Donc, valeurs clés, le choix, la paix, et puis le collectif. Encore une fois, c'est un travail ensemble. Il n'y a pas d'homme ou de femme providentielle ni présidentielle. Faisons ensemble et à chaque moment, consultons le plus de monde possible et soyons transparents dans nos choix. Soyons transparents sur ce qui a animé une décision, sur ce qui a amené à faire un choix à un moment donné, en étant clair sur, au fond, là-dessus, sur ces valeurs-là, sur les valeurs d'humanité, sur les valeurs de solidarité, sur les valeurs de lutte contre les inégalités. Là, c'est notre cadre. À l'intérieur de ça, comment les faire? Comment aller vers ce moment de transition qui est le nôtre? Comment affronter l'effondrement de civilisation sur lequel nous allons? Et bien ça, on va pouvoir le construire ensemble. Et là, j'en arrive à la 4e valeur, qui est prendre soin du pays, des habitants. Prendre le temps de réparer les problèmes, soigner les blessures des politiques menées jusqu'à aujourd'hui. Il y a des économistes qui ont signé une tribune aujourd'hui pour dire à quel point l'austérité était une méthode d'échec. On le voit partout en Europe, l'austérité a créé de la précarité, a fait que les plus riches sont plus riches et les plus pauvres sont plus pauvres. Les inégalités sont extrêmement fortes en France. C'est inacceptable. Ça devrait animer toutes nos politiques. Nous devrions mettre ce sujet au cœur de toutes nos politiques. Les inégalités dans l'éducation, les inégalités dans la santé. Dès la conception, un enfant issu d'une famille pauvre a moins de chances dans la vie qu'un enfant issu d'une famille riche. Il y a des pays en Europe qui ont réussi à décaler cet âge où les facteurs d'inégalité sont là. Nous, c'est dès la périnatalité. Il faut agir contre ça. Et la seule façon d'agir, c'est d'agir en proximité. On ne peut pas agir sur une logique pyramidale descendante. On ne peut pas avoir l'injonction, comme l'injonction de manger, bouger. Et ça ne va pas changer les inégalités. Ce qui va changer les inégalités, c'est de donner du pouvoir aux gens. C'est de donner du pouvoir aux gens localement. C'est de pouvoir leur permettre d'être les maîtres de leur situation. Excusez-moi, je suis désolée, à chaque fois qu'il y a une notification, ça bouge et ça vibre. Voilà, 4 valeurs. Le choix, la paix et l'humanité, la destinée partagée que nous avons. Le collectif et puis le prendre soin pour lutter contre les inégalités à chaque moment. Maintenant, ça manque de concret. On me dit, bien justement, j'y viens, mais c'était important de donner le cadre. Je vais proposer quelques propositions, ce qu'on appelle les propositions basculantes, positions sur lesquelles, une fois qu'on les a mis en place, sans moyens supplémentaires, en réorientant les moyens, on a un vrai changement de société, quelque chose qui bascule justement et qui va dans une nouvelle réalité. La première de ces propositions, qui est la solution pour choisir la démocratie, pour choisir la justice, pour choisir la participation, c'est de refonder la démocratie. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est que, au fond, faire une réforme demain constitutionnelle, faire une constituante, on n'arriverait pas à le faire avec tout le monde. Il y aurait des gens mobilisés, ça serait les mêmes, les associations, les citoyens, mais au fond, une constitution, ça engage tout l'avenir de notre pays. C'est pour ça qu'on se dit, on se donne 2 ans. On se donne 2 ans pour mobiliser les gens partout en France, avec des citoyens formés, avec du temps, avec des moyens pour le faire, pour réécrire une constitution tous ensemble. Cette constitution, elle amènera une 6e république dans laquelle, à mon avis, il n'y aurait plus de président, dans laquelle on serait sur un régime parlementaire comme dans la majorité des pays européens, un régime parlementaire qui permettrait de travailler non pas dans le clivage, mais bien dans une union, bien dans quelque chose qui permettrait d'aller chez le bien commun et de représenter plus les uns et les autres. Je pense que s'il y a de 30 à 50% d'abstention aujourd'hui, c'est bien parce que le discours politique gauche-droite, le discours politique d'opposition n'est plus celui qui parle. Refonder la démocratie, ça veut dire aussi travailler à d'autres formes de vote. C'est ce qu'on va expérimenter au premier tour de la primaire, ça s'appelle le jugement majoritaire. Ça veut dire qu'au lieu de voter pour une personne et de dire Sylvie,
et puis après de faire avec ce qu'il y a, on donne une note. On dit de -1 à +5 pour chacun des candidats. Si vous votez à la primaire, vous pourrez faire ça. Si on faisait ça aux élections présidentielles, on n'aurait pas les résultats qu'on a aujourd'hui. Je vous ai mis en lien sur l'article Choisir la démocratie, une petite démonstration très bien faite, une petite vidéo qui explique. Ça veut dire qu'on aurait des choses beaucoup moins clivées. On pourrait dire, bah, moi, la première personne pour laquelle je voterais, c'est celle-là, et puis la deuxième, c'est ça. On arrive à des notes et on arrive à quelque chose qui ressemble beaucoup plus à la population et beaucoup moins aux extrêmes de cette population, beaucoup moins à ce qui nous divise et beaucoup plus à ce qui nous rassemble. Et c'est ça que nous voulons. On veut choisir de se rassembler, on veut choisir d'être solidaires parce que c'est ensemble qu'on pourra relever tous ces grands défis. Les élections, il s'agit aussi de comptabiliser le vote blanc. Il est plus que temps, ça fait des années qu'on le promet, il faut comptabiliser le vote blanc. Il faut aussi un temps de parole médiatique, et là évidemment en tant que petite candidate je me sens concernée, mais c'est vrai, un temps de parole médiatique égaux pour tous les candidats. Il faudrait une stricte égalité budgétaire pour tous les candidats, avec des comptes de campagne vérifiés. Instaurer comme condition d'éligibilité l'absence de condamnation. Et puis évidemment appliquer un nouveau statut de l'élu, un statut de l'élu qui soit garant de la non-corruption, un statut de l'élu qui soit garant du non-cumul complet des mandats, et sur un mandat et dans le temps. Et ça, on peut discuter ensemble. Est-ce que c'est 2 mandats? Est-ce que c'est 3 mandats? Il y a plusieurs propositions. Je n'ai pas la réponse, mais je pense que c'est une vraie question. Qu'il soit sur les indemnités. Aujourd'hui, on connaît les indemnités des parlementaires, des députés, des sénateurs. On en parle beaucoup. Ce qu'on sait moins, c'est que les petits maires dans les villes, qui travaillent souvent 24 heures sur 24, au service de la population, eux, ils ont des indemnités extrêmement basses. Et ça augmente aussi le sentiment d'injustice, le sentiment d'une société à plusieurs vitesses. On peut se mettre à plat, et moi, en tant que présidente, je m'engage à être à plat également, avec des indemnités qui ne seraient pas 20 fois supérieures à celles d'un maire. Est-ce qu'on s'aligne sur 2200 €, quel salaire médian français? Ça me paraît un gage de faire qu'on ne fait pas des carrières politiques, et que la politique, c'est bien un engagement, à un moment donné, dans sa vie, un engagement au service de tout le monde. Alors je vois pas besoin de président, oui Arnaud, je suis assez d'accord, pas besoin de président, et en même temps, pourquoi on fait la primaire? Parce que pour ne plus avoir de président, eh ben, il faudrait prendre la présidence. Première proposition basculante, donc, refonder la démocratie. Beaucoup de propositions, on pourra en revenir, avec des responsables par courte période, avec des gens nommés, puis des gens formés. Parce que ça aussi, c'est important, il y a des gens dans les conseils de quartier, par exemple, qui montent énormément en compétences, et on ne valide jamais ces acquis-là, qui sont des acquis extrêmement utiles ensuite dans l'entreprise. Deuxième proposition, pour avoir le temps de s'impliquer, pour avoir le temps de s'impliquer dans la vie politique, mais aussi dans la vie associative, pour avoir le temps de mener la transition écologique qui est nécessaire, pour s'impliquer dans l'économie sociale et solidaire, aller vers une monnaie locale, faire un jardin partagé devant chez soi. Pour tout ça, il faut avoir les moyens, il faut avoir un peu de confort. Donc pour nous, le revenu universel, inconditionnel, versé par des caisses dédiées, est une réponse à cela. Sortons d'un système qui aujourd'hui est extrêmement stigmatisant. Le RSA est une bonne chose, sauf que les bénéficiaires de RSA ne le vivent pas comme un moment épanouissant. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai bénéficié du RSA et des allocations parents isolés à une période de ma vie. C'est pas facile à assumer. C'est pas facile à assumer dans la société. C'est le discours qui est dans beaucoup de bouches politiques, dans beaucoup de journaux, a tendance à dire ils abusent du système. La réalité, elle est un peu plus complexe. Le revenu universel qui met à plat, qui est pour tout le monde, qui est individuel, c'est-à-dire c'est pas pour la famille, c'est pas une caisse d'allocation pour la famille, c'est pour chacun. Ça permet d'avancer, ça permet d'avoir une dignité, de sortir de la stigmatisation et de garantir les moyens vitaux. Avec ce revenu universel, il y a encore plein de questions qui se posent, et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on construise. Et notre projet, c'est de monter une plateforme, justement, sur laquelle on va pouvoir continuer à avoir ces débats, parce que là encore, j'ai pas d'illumination, j'ai lu beaucoup de choses sur le revenu universel, sur les différents montants. Je pense qu'il faut que ça soit un montant qui permette réellement d'avoir cette dignité et ce confort. Des petits montants, ça ne va pas changer grand-chose, ça pourrait même finalement précariser encore plus. Est-ce que ce revenu universel, on peut dire qu'on n'en veut pas et le remettre au pot commun? Ça pourrait être intéressant s'il y a des gens qui aimeraient faire ça aujourd'hui sur les allocations, en disant
Je gagne suffisamment d'argent, j'ai des allocations parentales, est-ce que je ne peux pas les redonner à des gens qui en ont plus besoin? Un revenu universel individuel, ça veut dire qu'il est aussi pour les enfants. À partir de quel âge un enfant doit-il en disposer? Est-ce que d'ailleurs on repose la question de l'âge du droit de vote? Des vraies questions, des questions qu'on ne résoudra pas tout seul, des questions ensemble. Donc, des propositions. Refonder la démocratie pour avoir le choix. Un revenu universel pour prendre soin des habitants. Et puis évidemment une transition énergétique, une transition écologique, une transition qui permet d'assurer que dans le futur, nos enfants auront une planète, que le réchauffement climatique qui s'emballe, le dérèglement climatique qui s'emballe, n'empêche pas toute humanité, et puis surtout ne creuse pas encore plus, et c'est ce qu'il est en train de faire, les inégalités nord-sud. Aujourd'hui, nous accueillons des réfugiés de guerre, demain nous accueillerons des réfugiés climatiques. C'est de notre responsabilité d'arrêter d'exporter nos émissions de carbone, c'est de notre responsabilité tous les jours de le faire. Mais après, on peut le faire de façon joyeuse, on peut aller dans une prospérité sans croissance, on peut le faire d'une façon partagée. Et là encore, je ne vais pas réinventer la poudre. Il y a plein de mouvements qui ont proposé des choses extrêmement construites, extrêmement factuelles, basées sur des experts scientifiques. Je pense par exemple au scénario Négawatt, qui permet d'aller dans une réforme énergétique, qui permet aussi de sortir de la dépendance liée à l'énergie, de la dépendance nucléaire, et d'aller vers du 100% durable, et de sortir des énergies fossiles. C'est une responsabilité pour tous. Ce scénario Négawatt, il est bien construit, nous on le reprend. On n'a pas à aller inventer autre chose là-dessus. Il y en a beaucoup d'autres sur la transition. Et pourquoi aussi c'est un projet présidentiel? Parce qu'on sait qu'il y a énormément de solutions, comme le film Demain l'a montré par exemple. On sait aussi qu'il faut qu'elle passe à l'échelle. Et mon sentiment aujourd'hui, le sentiment de mes voisins, le sentiment de personnes que je connais, c'est que même si on composte, même si on recycle, pour demain, ça ne va pas être suffisant. Donc comment on fait ensemble, comment on va un peu plus loin? Et puis du coup, cette transition, ça nous amène vers la 4e réforme, c'est développer une économie sociale et solidaire. Aller chercher cette économie sans croissance, cette prospérité sans croissance, cela implique d'instaurer un équilibre entre le marché, l'économie publique et l'économie sociale et solidaire. Ça implique d'aller vers une économie qui vise la durabilité, qui est relocalisée, reterritorialisée. En restant ouverte au monde entier, il ne s'agit pas de se fermer, il s'agit de se rapprocher et de privilégier évidemment tout ce qui va créer de l'emploi localement, de l'emploi digne, de l'emploi dans des conditions basées sur de la ressource, sur de la réalité. Quand on met en place, et on le fait, un plan alimentation durable par exemple sur une ville, et que les gens de l'approvisionnement de la ville, des cantines, les enfants, les parents connaissent le producteur qui fabrique du pain, que ce producteur il s'engage à protéger la ressource en eau, de l'eau des gens qui boivent dans la ville, quand du coup aussi son agriculture raisonnée, elle permet de ne pas polluer l'air. La pollution de l'air aujourd'hui c'est 48 000 morts par an en France, c'est quand même quelque chose de considérable. La relocalisation de l'économie, la relocalisation de l'agriculture, ce sont des vraies solutions, ce sont des solutions que nous pouvons appliquer avec des mesures claires, avec des mesures confiantes, conviviales, qui permettent de diminuer cette dépendance au marché et de former des marchés alternatifs et de développer des finances solidaires publiques. Voilà. Des valeurs clés, le choix, la paix, l'humanité partagée, le collectif, le soin, et puis quelques propositions. Maintenant, je vais lire vos questions. Et je ne promets pas d'y répondre. En revanche, dans l'équipe, il y a plusieurs personnes qui sont là et qui commencent à donner des réponses aussi, qui sont des gens. On a vu Benjamin Ball, Alex Couillard, hein, qui soutient Roxane Revon et moi-même, parce qu'on est un peu différents, et du coup on partage et on travaille ensemble, et ça c'est pas pour rien. Et puis également, voilà, Pauline Lejeune qui est là. Kevin me demande quelle est la différence entre ma candidature et une candidature EELV. Ma première réponse, c'est que je ne fais pas partie de EELV. Donc je n'ai pas eu à monter dans un parti.
même si EELV est relativement transparent sur ces mécanismes, je n'ai pas eu à faire plaisir à des gens, à faire des deals, à faire des liens avec les uns et les autres. Et je crois que j'ai beaucoup plus de... comment dire? J'ai beaucoup plus besoin du collectif parce que je ne sais pas tout, j'ai très peu d'expérience politique et c'est peut-être ça qui fait que je suis une candidate citoyenne qui ressemble et qui n'est pas en dehors de la vie réelle et qui n'est pas ancrée à un parcours politique hyper traditionnel, même si j'ai beaucoup de respect pour EELV. Ça aurait été plus simple pour moi d'adhérer à EELV sur plein de raisons. Je ne crois pas aujourd'hui que ça représente un vrai changement sociétal, le changement rassembleur dont nous avons besoin. Alors, j'essaie de trouver les questions, du coup. Et les responsables qui travaillent sur eux et rayonnent la cohérence, toutes les notions extérieures doivent cheminer à l'intérieur, démocratie intérieure, énergie, paix. Effectivement, Lise, je suis assez d'accord là-dessus. Je n'ai pas parlé de l'éducation. L'éducation, on sait qu'il y a une réforme fondamentale à mener. Moi, j'ai été moi-même présidente d'un collège alternatif pendant plusieurs années où on a incité les jeunes à trouver leur propre chemin, un collège citoyen, un collège dans lequel on leur donnait des outils pour leur futur, où c'est eux qui organisaient en autonomie leur voyage en Allemagne, qui pouvaient vendre des choses, qui pouvaient aussi être autonomes dans leur apprentissage. C'était loin d'être parfait. On a testé des modes de gouvernance et on a fait des erreurs. Moi, ça me permet aussi d'être avec une grande humilité, parce que j'ai eu du succès dans ma vie, ce qui me permet de pas forcément chercher la lumière d'une candidature. Ça me permet aussi d'avoir beaucoup d'humilité. Néanmoins, je suis convaincue que l'éducation, c'est la voie qui va tout changer en termes d'égalité et en termes d'appropriation citoyenne. Après, on construit des propositions, et ces propositions, je ne pense pas qu'on pourra les construire seul. Les réformes de l'éducation sont quand même quasiment toujours descendantes. Elles viennent d'un ministère et parfois très très déconnectées de la réalité des enseignants. Ensuite, on fait des rapports qui montrent que, ah là là, les ZEP, l'inégalité est encore creusée en France et les enseignants dans les ZEP se sentent complètement stigmatisés, ont l'impression qu'ils ne font pas les choses bien. Les pédagogies alternatives ont parfois tendance à dire ce qu'on fait c'est mieux et allons tous dans le privé. Je crois que la réponse elle est plus complexe. Et que là encore, la réponse sur les questions de l'éducation, elles vont se construire à plusieurs pour plus de justice, de paix et d'égalité. Pourquoi vous adhérez pas à Lutte ouvrière? Je ne me reconnais pas dans le parti Lutte ouvrière aujourd'hui. Je me sens beaucoup moins radicale sur certaines propositions. Je ne sais pas sur les autres de l'équipe s'ils s'y reconnaissent, en tout cas, non. Si des personnes souhaitent aider ou rejoindre l'équipe, comment faire? Pour l'instant, le contact, ça peut être via ma page Facebook. On va publier demain ou après-demain la page avec l'équipe, les personnes qui nous rejoignent. Il y a aussi des mouvements citoyens. On attend d'avoir les présentations de tout le monde. Vont se donner des fonctions, puisqu'on essaie de développer ça en sociocratie. Et du coup, on va pouvoir dire, tiens, si vous avez des compétences en communication, allez voir Kevin. Si vous voulez rejoindre pour organiser un comité local, rejoignez Johan, je dis au pif pour l'instant. Si vous avez un maire qui va nous soutenir, parlez-en à Pauline. Si vous êtes super fort sur les réseaux sociaux, parlez-en à Benjamin. Connais-tu d'Unitaire et la monnaie libre? Non, je ne connais pas. Je suis adhérente de la monnaie locale. Je pense que la monnaie locale est un extrêmement bon outil de changement, que tout ce qui a été développé par Patrick Vivray pour rendre cohérent toutes les monnaies locales en France et faire en sorte que quand on a du sol du sud de la France, on puisse payer sur les boutiques qui acceptent le Galeco. Je pense que ça va être extrêmement incitatif dès lors que les collectivités pourront utiliser la monnaie locale, par exemple pour une partie des indemnités, des salaires en l'occurrence, du travail, et que c'est quelque chose à développer. Mais je pourrais le lire. L'éducation participative est le terreau de la coopération indispensable à l'échelle locale et sur le plan international. Je dis oui, comme dans le Nuit debout. On est d'accord. La radicalité, c'est de prendre le problème par les racines. Voilà, ça c'est Benjamin qui le dit, si vous ne les dites pas. Économie locale. Alors, est-ce que je suis pour une armée européenne comme Philippe Mazuel? On va un peu plus loin dans les propositions que nous avons faites dans un article
choisir la paix de quelqu'un qui est du mouvement de la paix qui nous a rejoints en se disant au fond si on veut respecter les directives européennes, mettons notre armée sous commandement de l'ONU et allons vers une armée qui va au-delà de la France. Je pense en revanche que l'Europe est un vrai projet sur lequel on doit avancer. Je ne suis pas pour une sortie de l'Europe, mais je suis pour une repolitisation de l'Europe, pour une redémocratisation de ces questions-là, au niveau par exemple des services de renseignement, un service européen en mode fédéral, un peu un FBI européen, permettrait de sortir de beaucoup de blocages et de murs qu'il y a eu aujourd'hui. Est-ce que je suis pour le SMIC européen et les langues régionales? Alors le SMIC européen, je pense oui qu'il faut absolument harmoniser pour éviter tout le problème des travailleurs qui sont moins bien payés et qui viennent travailler d'un pays à l'autre. Et c'est un vrai problème. Après, je ne vais pas répondre dans le détail parce qu'encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais on pourra en parler. Les langues régionales, évidemment, développons cette culture. Moi, je suis à Rennes, en Bretagne. Il y a le gallo et le breton. Partout, c'est une forme de valoriser la diversité culturelle, c'est elle qui nous rend humains. Et si on parle des racines chrétiennes de la France, on pourrait parler des racines celtes, des racines animistes, des racines musulmanes, de toutes nos racines, de tout ce qui fait qui on est aujourd'hui, des choses qui nous rassemblent. Alors, instaurer le revenu universel, n'est-ce pas renoncer au plein emploi? Je ne sais pas, Kevin. Je ne sais pas si le plein emploi est vraiment ce vers quoi on doit tirer. Je pense que le choix de l'emploi, ça va permettre d'instaurer beaucoup plus de dignité, que les enjeux industriels, technologiques qui arrivent, que tout le changement numérique, et Jean-Michel Billot en parle beaucoup, c'est un des candidats de la primaire, et tout ce qui va arriver vont faire que le travail est en train de changer fondamentalement. Le revenu universel, c'est une façon de commencer à aller dans un monde où l'emploi va fondamentalement changer. Comme beaucoup de choses, on ne va plus travailler pareil, on ne va plus se soigner de la même façon, on ne va plus échanger nos informations de la même façon. Changeons la façon dont on est, et là c'est un vrai changement de paradigme, comme disent les gens. C'est une autre façon de traiter le problème. Et on a tout à inventer. La bientraitance animale, oui, complètement. La question de la situation animale est un vrai problème. Il y a eu des propositions qui ont été publiées par Mathieu Ricard, je crois, aujourd'hui. Je voulais l'envoyer, mais je n'ai pas eu le temps aujourd'hui à notre première équipe pour voir ce qu'ils en pensaient. En tout cas, la condition animale, oui, bien sûr. Et puis, arrêter tout ce qui est les fermes des 1000 vaches et la ferme des 30 000 poulets, qui sont des aberrations économiques pour les agriculteurs, de santé publique pour tout ce qui est autour, et évidemment pour la bientraitance animale. Alors, comment comptez-vous toucher les votants? Je suis désolée, je fais les questions au fur et à mesure, j'en loupe, mais on a encore quelques mois pour répondre à tout ça. Comment comptez-vous toucher les votants qui ne croient plus en la politique? Eh bien, en proximité. En proximité à travers les réseaux sociaux, c'est une façon de vous inviter chez moi et nous inviter chez vous. On va vous proposer aussi de faire des petites vidéos de 1 minute pour partager. Encore une fois, j'ai pas mal d'expérience dans différents moyens. Chacun d'entre nous dans l'équipe a une expérience qui permet de valoriser, de savoir quelque chose, mais évidemment on ne sait pas tout. Donc comme on ne sait pas tout, il va falloir s'appuyer sur vous qui savez. Après, ceux qui ne croient plus en la politique, pourquoi ils n'y croient plus? Quand on fait les distributions de Démocratol, si vous n'avez pas vu, c'est nos petits médicaments contre l'impuissance politique. Ça marche très bien. Parfois, ce qui est frappant, c'est que des gens disent « Ah ouais, super, vous êtes candidate citoyenne, je vote ». Je dis « Oui, attendez, on va parler de programme, mais rien que le fait de ne pas être d'un parti, c'est déjà un gage de confiance. » Ça devrait interroger vraiment très très fortement nos partis, quand 90% des Français n'ont plus confiance dans les partis politiques. Et puis pour toucher les votants qui ne croient plus, on compte sur vous. Si chacun des 65 000 personnes qui sont inscrites sur la primaire convainc 2 personnes, on va toucher de plus en plus de monde. Il faut penser à plus de souveraineté. Chez Charlotte, nous subissons de plein fouet la supranationalité. Les intérêts sous-jacents sont énormes.
Faire face demandera beaucoup de courage et d'abnégation, sortir de l'OTAN, résister aux pressions des multinationales, garder sous main les bons conseillers en la matière. Oui, oui, je pense que le courage politique est la valeur clé. Alors j'ai peur de plein de choses, cette histoire me terrifie et je n'y vais que parce qu'il y a du monde autour et que je ne suis pas seule à porter. En revanche, et c'est peut-être un peu illusoire, mais je pense qu'on ne se lance pas dans une aventure comme ça si on n'a pas une part d'utopie. Je pense que la France est la 5e puissance mondiale et que le jour où la France dit certains points de façon extrêmement forte et extrêmement appuyée, la négociation, elle n'est pas la même que quand c'est la Grèce qui l'a fait. Donc oui, du courage politique. En revanche, par rapport à l'OTAN, dire bah non, nous on n'y va plus, nous on n'envoie plus de troupes, parce que c'est fini, on ne fait plus la guerre, on fait la paix. Certes, il y aura de la pression, mais après tout, ils ne vont pas nous forcer, si on a une présidence pour 2 ans qui construit une nouvelle constitution, un gouvernement de transition, avec des missions claires qui ont été créées autour de ces propositions basculantes, on ne va pas nous forcer à envoyer des troupes. Une réflexion sur le partage du temps de travail et la création d'emplois climatiques est indispensable pour repenser la valeur du travail. C'est une réflexion de Benjamin. Là aussi, on va continuer à écrire. La puissance des lobbies face aux politiques. La puissance des lobbies, elle existe d'abord parce qu'on ne connaît pas assez bien. J'ai beaucoup travaillé cette année sur la question de la loi de santé, le fait de représenter 85 villes au niveau national et au niveau des institutions internationales m'a permis de comparer un peu les choix qu'on a faits. Quelque part, j'ai été un peu frappée que la place des lobbies inquiète aussi peu et qu'on connaisse aussi peu les mécanismes qui ont fait que, par exemple, les lobbies du tabac ont réussi à changer un peu le truc en disant « Ouh là là, vous savez, les substituts nicotiniques, c'est Big Pharma qui veut faire des profits » et en opposant des lobbies les uns aux autres. Ce qui a donné des choix qui font qu'on a encore un nombre de fumeurs incroyable en France par rapport à la Grande-Bretagne. Et c'est un fumeur sur 2 qui meurt de son tabac, c'est 74 000 morts par an. Et on n'a pas une politique efficace. Et c'est assez inquiétant. Je pense que les lobbies sont très bons. Du coup, je pense qu'il faut qu'on soit meilleur. Et qu'il y a la puissance financière, effectivement, mais il y a aussi, nous, notre puissance citoyenne. Le jour où on n'achète plus, les lobbies peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ça ne marchera pas. En tant qu'ancienne présidente d'un collège alternatif, penses-tu que le chèque éducation associé au libre choix des parents puisse permettre l'émergence des pédagogies alternatives ? Alors je ne sais pas, Kevin, je ne sais pas. Je pense que c'est une piste. Je pense qu'on ne l'a pas étudiée de façon suffisamment collective ensemble, collective encore. J'ai pas de réponse. Si les gens dans l'équipe en ont, ils peuvent répondre parce que l'émergence des pédagogies alternatives, quand on regarde ce qui se passe en Finlande, on ne parle plus de Montessori, de Freinet, de Crowley, etc. C'est juste, ils se sont mis tous ensemble, ils ont formé les enseignants, ils ont revalorisé le salaire des profs, ils ont laissé beaucoup de liberté, qui est quelque chose qu'on a plus de mal à faire en France. Ils ont travaillé sur les inégalités de façon maousse, sans se donner, dire tiens c'est telle ou telle pédagogie, sans créer des silos. Et l'émergence d'une liberté éducative, ça me paraît important. La défense du choix d'enseigner chez soi, parce que c'est un choix et non pas par défaut parce qu'on ne veut pas de l'école, ça me paraît extrêmement important. Après, avoir une égalité territoriale, avoir quelque chose où on offre la même chance à tous les enfants de se développer, ça me paraît important. Est-ce que tu viendras en Cantal? Je ne sais pas, Jean-Émile, peut-être. Il y a le capitalisme et l'argent qui gèrent le monde à ce jour. On fait comment? Eh ben, on lutte tous les jours, on propose d'autres solutions. L'économie sociale et solidaire, c'est une réponse. La taxation des transactions boursières, c'est une réponse. Demain, un ministre de l'économie qui décide d'aller vraiment s'attaquer à cette question-là, et si son ennemi c'est la finance, je pense qu'il a vraiment les moyens d'agir et de partager une autre culture. La question des banques, ce qui se passe au niveau de la Deutsche Bank, là encore je ne suis pas une spécialiste, mais je lis et j'écoute beaucoup, c'est sidérant qu'on ait laissé faire ça. C'est sidérant qu'on laisse continuer des décisions qui nous menacent tous. Changer de banque, c'est à la portée de tout le monde. Ça serait bien qu'il y ait d'autres offres de banques éthiques
dans le pays, ça permettrait quand même d'avancer beaucoup. Ça permettrait aussi sur différentes professions, je pense aux agriculteurs, de sortir de schémas qui sont aujourd'hui très enfermants. Un petit mot sur la permaculture et l'agroécologie. L'agroécologie, c'est le futur de notre planète à plein de niveaux. Il y a une proposition qui pourrait être extrêmement forte, qui est une proposition de courage politique, une proposition européenne autour de l'agroécologie, qui est la proposition de Marc Dufumier, qui propose d'arrêter de verser une partie de la PAC à l'Europe et de la donner directement aux agriculteurs en reconversion. Au fond, on saute une étape et on permet d'aller dans la reconversion nécessaire, encore une fois, à faire des produits de qualité, à aller valoriser, relocaliser, créer des plus petites fermes, remettre des haies, être dans un approvisionnement local, être dans une résilience, parce que le jour où il y a des problèmes autour du pétrole, les villes ne sont pas du tout autonomes, donc relocaliser c'est important. L'agroécologie, c'est le futur, il y a beaucoup maintenant d'études très probantes qui le montrent. Comment on accompagne la transition ? Ça, encore une fois, quand on dit prendre soin des habitants, c'est faire la paix aussi avec les agriculteurs, c'est aussi les aider à se former entre pairs. C'est pas moi qui vais leur donner les cours d'agroécologie, ni même le ministre de l'Agriculture. En revanche, ce qui marche bien, et on le voit en Bretagne où l'agriculture bio augmente énormément, c'est quand c'est les agriculteurs eux-mêmes qui se sont convertis, qui vont parler aux agriculteurs, qui vont parler de toutes ces questions-là. Et comme dans tous les domaines, je pense que c'est cette exemplarité et évidemment les moyens qu'on donnera pour arrêter des logiques complètement mortifères autour de l'agriculture. Alors, mettre en poste au niveau du gouvernement des gens qui connaissent très bien leur habilitation. Nos ministres actuels sont souvent interchangeables et parachutés sur des domaines éducation, agriculture. Et je lis la suite. Hop. Et pas forcément formés ou méconnaissent. Alors, je suis complètement d'accord, ça serait bien qu'on ait des gens qui sachent de quoi ils parlent, des nouvelles personnes. On commence à y réfléchir avec l'équipe. Là aussi, ça serait bien qu'on se mette une petite page de sondage. Au fond, vous, qui vous verriez dans les ministrables. Ça nous permettra aussi de les contacter, de leur dire tiens, écoute, on trouve que ton profil il est super. Est-ce que si on est élu, tu ferais partie du ministère de notre gouvernement de transition, sachant que c'est pour 2 ans, hein, on s'engage, on est là pour 2 ans, le temps de changer de constitution, après on s'en va, et de commencer à aller chercher les bonnes personnes qui sont formées, mais qui sont aussi qui ont une vision politique d'intérêt général. Être médecin, ça ne suffit pas à être un bon ministre de la Santé. C'est la place du politique par rapport à la place du technicien, c'est quelque chose dont il faut qu'on discute dans cette société. Le politique, il est là pour aussi garantir le cadre et les valeurs, systématiquement remettre les valeurs, systématiquement redire, attendez, là on se lance dans cette politique, mais est-ce qu'on a bien pensé aux effets sur le genre, aux effets sur la santé, aux effets sur les inégalités, aux effets sur la paix dans le monde, aux effets dans d'autres pays. Parce que notre monde est extrêmement complexe, interconnecté. Et tant qu'on continue à faire des politiques en silo où on ne pense qu'à sa politique et qu'on n'en sort pas, ça ne marche pas. Donc je pense que c'est des ministres effectivement formés, mais surtout formés à parler. Voilà, c'est peut-être une des premières capacités des ministres à aller chercher. Alors, pour les lobbies, quelles actions pour lutter contre le terrorisme intérieur et que faire des fichiers S ? Alors déjà, bon, c'est une discussion qu'on n'a pas encore eue. On s'appuie beaucoup sur le manifeste convivialiste. Je l'avais à portée de main, je ne peux plus vous le montrer, je le retrouverai, qui est un manifeste notamment écrit par Alain Caillé et beaucoup d'auteurs, qui propose une nouvelle forme de pensée. Et on s'est inspiré un peu d'eux sur la justice. La question de la justice, aujourd'hui, est-ce qu'il faut renoncer à de la liberté pour être plus en sécurité ? Nous, on ne croit pas. On ne croit pas que c'est ça. On pense que les racines de la violence, elles viennent aussi d'une forme de misère sociale. Elles viennent de la relégation. Elles viennent d'un sentiment d'exclusion. Et pour avoir travaillé, moi, dans beaucoup de quartiers, dans beaucoup d'endroits en difficulté, c'est effectivement là qu'il va se passer. Alors, améliorer les prisons, c'est indispensable. Les prisons, aujourd'hui, favorisent la délinquance. Améliorer les prisons aussi dans la bientraitance des personnes qui y travaillent. C'est effroyable. Je suis intervenue en prison
la vie des personnels est terrible. C'est une honte nationale et c'est pas un lieu où on va refaire l'intégration. Alors aller réenfermer encore plus de gens, c'est pas possible. Adi Nazan, qui est contrôleur des prisons, a dit plus on construira de prisons, plus elles seront remplies. Donc tant qu'on ne pense pas justice restauratrice, tant qu'on ne pense pas bientraitance, tant qu'on ne pense pas futur, sortie, on n'y arrivera pas. Pour les fichiers S, il me semble totalement impossible d'enfermer des gens en se disant ils vont produire ils risquent d'être criminels. C'est complètement contre les droits de l'homme et tout ce qui fait les racines de notre pays. En revanche, ce qu'il va falloir, c'est des éducateurs, c'est des gens, c'est aller là où ça se crée. Et c'est d'avoir beaucoup plus de monde auprès des gens. Quand on voit ce que la prévention spécialisée perd comme moyen aujourd'hui dans ce pays, c'est assez dramatique. Quand on voit le manque de police de proximité qu'on commence à regagner un petit peu, mais qui a été supprimé il y a quelques années, c'est une catastrophe. C'est la proximité qui va faire en sorte de travailler. Après, il y a évidemment toute la question internationale sur le terrorisme, et ça, c'est encore une autre discussion, des grandes discussions, et je n'ai pas la réponse, Dieu merci. En revanche, je pense qu'il y a des gens extrêmement intéressants et des auteurs extrêmement intéressants sur cette question qu'il faudra développer, à commencer par à qui on achète, à qui on se soumet, est-ce qu'on se soumet à la loi du marché et avec qui on travaille. Est-ce qu'on travaille avec des gens qui aujourd'hui soutiennent les organisations terroristes de près ou de loin? Quand on voit que la Suède a rompu des relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite, là aussi on peut parler de courage politique. Le casier judiciaire vierge pour les politiques, oui, Alex, absolument, je l'ai dit. Toutes ces questions découlent de notre posture intérieure, rapport à la consommation, à l'argent, à la nourriture, à l'éducation. Ce n'est pas juste une question d'éducation des enfants. C'est une question de changement de lunettes chez nous, adultes. Oui, mais comment on a ces autres lunettes? Comment on a le temps de réfléchir à tout ça? Même si je travaille et je suis élue et j'ai des enfants, je me considère comme privilégiée d'avoir le temps de lire, d'avoir le temps d'échanger, d'avoir le temps d'avoir des réseaux, d'avoir accès à la culture. Tant qu'on ne se donne pas ce temps, changer de consommation, c'est pas simple. Je vais vous donner des exemples, si vous voulez, d'actions qui marchent. Encore une fois, ça paraît des toutes petites choses, mais pourtant, on sait que c'est ça qui marche alors que les autres actions ne marchent pas. Famille à alimentation positive, qui est lancée par l'ADEME, l'Agence nationale autour de l'énergie. Famille à alimentation positive qu'on fait avec Agribio, par exemple, ici. On accompagne les gens pendant 6 mois pour réduire leurs factures en augmentant, par exemple, sur la part de bio et la part de produits préparés dans leur panier. Mais ça veut dire que pendant 6 mois, on en parle. C'est une communauté. Les gens travaillent ensemble, les gens parlent, les gens cuisinent ensemble. Ça change tout. Si on leur dit, ça ne change rien. C'est l'injonction. Moi aussi, il y a plein de choses que je voudrais faire mieux. Et c'est pas le fait de me dire, Charlotte, voilà, faut plus allumer le chauffage, je remets un pull. Ouais, mais là, ce soir, j'ai froid. Ça ne suffit pas. Il faut un accompagnement, il faut du temps. Et donc, il faut vraiment ce revenu, il faut sortir de la misère. Le refus de la misère, le refus de la pauvreté, c'est le premier des objectifs du développement durable. Ça doit être aussi quelque chose qui nous guide en permanence. Loi El Khomri, abrogation, oui. On n'en a pas discuté. Je regarde les copains. Rien que sur cette question de la place du salarié par rapport au patron, enfin, c'est sidérant qu'on en soit là, c'est sidérant pour les PME, c'est sidérant pour les artisans, parce que c'est eux qui créent l'emploi. C'est une loi pour les multinationales. Je pense qu'elle a été faite par des gens qui n'ont jamais connu le rapport de subordination à un employeur. Je ne vois que ça. Donc oui, abrogation. La culture de la paix et l'éducation à la citoyenneté mondiale sont des outils de déradicalisation massive. Merci, complètement. C'est pour ça que ça va ensemble. On y va. La France est 40e au classement de la liberté de la presse selon RSF. Comment garantir une information objective et indépendante? Grande question. Je n'ai pas la réponse, mais si vous l'avez,
Je la veux bien. Je pense que là encore, c'est aussi l'éducation aux médias. Par exemple, ça, on a vu des choses extrêmement formidables faites, notamment par l'UNESCO sur l'éducation aux médias. C'est ce qu'ils appellent aussi tout le développement des compétences psychosociales, ou en anglais, c'est living skills. Les compétences de vie, c'est plus sympathique. C'est-à-dire comment je comprends ce que je lis et du coup comment je choisis ce que je lis et comment notre consommation, notre façon de regarder la presse va aussi inciter à avoir une presse de qualité. Après, il y a un vrai travail à faire sur le financement de la presse, mais je ne suis pas du tout assez pointue. Si vous l'êtes, n'hésitez pas. Alors, hop. Quelle est la position de la première fois par rapport à Jean-Luc Mélenchon? Ben, je crois qu'il n'y a pas de position. Hein. En tout cas, nous, on s'est engagé à pas. On ne va pas partir faire une union avec un candidat. C'est pas le but. C'est pas pour ça qu'on se présente à la primaire. C'est pas pour ramener les gens de la primaire derrière une candidature. Chacun des candidats de la primaire, les 12 qui sommes là pour ce premier tour, a une position à lui par rapport à Jean-Luc Mélenchon. Donc je ne peux pas parler au nom de la primaire. Je peux parler pour moi, en revanche, sur son attitude, notamment par rapport à Poutine et une façon de passer d'un impérialisme américain à un impérialisme russe qui me préoccupe. Une réforme du CSA serait la bienvenue afin d'élever le niveau intellectuel des gens et d'ouvrir les esprits au lieu de les abrutir. Je ne sais pas si c'est la réforme du CSA. Encore une fois, je suis convaincue du meilleur des gens. Je suis convaincue que les gens ne sont pas bêtes et abrutis. Vous savez la chanson Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle. Je suis convaincue que les gens ont vraiment une soif d'idéal et qu'on peut aller chercher le meilleur d'entre eux. Les solidarités, on nous montre toujours le pire, effectivement, à la télé, on a tendance à faire ça. Le meilleur, il est là au quotidien, il est là dans le métro, il est là à plein d'endroits. Alors le pire est là aussi, mais est-ce qu'on choisit d'aller chercher le meilleur des gens et de leur dire on vous fait confiance? Moi, en tout cas, c'est le pari que je fais. Et je pense là encore que ce pari-là, il amènera à d'autres comportements de consommation et d'autres comportements des médias. Le logement, oui, le logement, absolument. Là, je me suis vraiment associée, et nous sommes vraiment associés à la campagne de l'abbé Pierre. On attend quoi? On attend quoi pour améliorer le logement? On attend quoi pour vraiment faire en sorte que ça devienne une priorité nationale? Le mal logement, il y a des solutions, il y en a beaucoup, on peut y aller. Et puis, la réalité, c'est que toutes les études nous prouvent qu'on a intérêt à garantir un toit d'abord, avant n'importe quelle allocation. Garantir un toit et un toit de qualité, c'est la première étape de l'intégration. Et un toit adapté, parce que effectivement, tout le monde n'a pas besoin n'a pas les mêmes demandes en termes de logement. Je pense à ce que Emmaüs a fait, le village des gueules cassées, qui a été construit par des gens sans domicile fixe, à leur façon, une façon de créer quelque chose de complètement nouveau et créé par les gens. Laissons de l'espace à de nouvelles formes d'urbanisme, à de nouvelles formes d'habitat. Les habitats collectifs, les habitats où on n'a pas des grandes maisons pour 2 personnes, où on a des choses un peu partagées, des habitats intergénérationnels, ça permettrait aussi de résoudre pas mal de problèmes, mais une volonté extrêmement forte pour répertorier les immeubles villes, effectivement, et pour aller dans le sens de la Fondation Abbé Pierre et plus largement de la Fédération nationale autour du logement et des propositions du droit au logement. Alors, merci Benjamin, il a mis les convivialistes en lien, je vous remets, puisque du coup, Johan m'a passé le livre, Une politique convivialiste. Ça fait vraiment une base extrêmement importante pour nous, parmi les bases des mouvements citoyens, comme Les Gens Heureux, comme la Belle Démocratie, mais comme aussi beaucoup de mouvements qui sont sur un sujet. Rassemblons, faisons une convergence des luttes. Fonction publique et fonctionnaire, maintien, diminution, augmentation. Bonne question. La fonction publique, enfin, je ne peux pas répondre oui ou non, c'est pas possible, on est sur quelque chose de très complexe. D'une part, la fonction publique, de quoi parle-t-on? Des gens qui nous soignent, des gens qui nous protègent, des gens qui éduquent nos enfants, des gens qui accueillent les gens les plus fragiles. C'est quand même ça, la fonction publique au départ. Est-ce qu'il y a des problèmes
d'administration, de gestion, de fonctionnement, oui, certainement. On n'est pas encore dans une administration libérée comme ça a pu être fait à d'autres endroits. On n'est pas encore dans les processus les plus agiles qui soient. Je pense qu'il y a une grande réforme à faire. Une grande réforme à faire pour que les administrations centrales prennent beaucoup plus en compte les administrations de terrain et qu'il y ait une interconnexion, là encore, qu'il y ait du lien qui se fasse, parce que c'est toujours un peu dur de voir que les remontées du terrain n'arrivent pas jusqu'au national et qu'il y a des lois qui sont faites en se disant ça ne va jamais marcher localement. La fonction publique, c'est une question qu'on a traitée d'une certaine façon en France, avec des gens qui sont très attachés, y compris, il y avait une étude sur du coup l'hôpital que je connais, sur les invisibles, les gens qu'on ne voit pas, les personnes qui s'occupent des draps, de toute la laverie, les personnes qui sont en cuisine, les pharmaciens qui ne voient pas les malades. Et il y a une vraie sensibilité systématique au fond à pourquoi ils sont là, à ce sens commun. Est-ce que c'est la fonction publique? Je ne sais pas. Néanmoins, il y a un attachement fort et profond à l'intérêt général. Voilà, un vrai sujet à débattre. Les choix des pays scandinaves ont été autres. Je pense aussi à un autre exemple. Alors, je suis désolée, je prends de la santé puisque c'est là où je connais, mais je pense qu'il y en a qui peuvent s'appliquer. Il y a l'hôpital public, il y a les cliniques privées, les cliniques mutualistes. Il y a aussi des centres qui ont des fonctions de service public sans être publics, qui ont des fonctions de service public et donc d'intérêt général et d'accueil pour tout le monde, sans pour autant être dans des logiques lucratives et très payantes. Donc il y a sans doute des choses à inventer, inventons-les ensemble. Montrer l'exemple est la seule voie, zéro injonction, zéro morale, changer de lunettes, soit, et il y a des outils. D'accord, Lise. Montrer l'exemple est la seule voie. Oui, alors l'exemple, ça me paraît beaucoup. En revanche, je pense que tous, on fait beaucoup de changements dans nos vies pour pouvoir avancer. Sur la presse, Benjamin rajoute un soutien à la presse alternative est nécessaire. Je dis oui. Un petit mot sur le film Demain, en quête de sens, plus de philosophie et de spiritualité dans la politique. Laïque, bien évidemment. Je suis d'accord, parler de spiritualité, pas de problème. Je pense que la spiritualité peut être laïque, qu'on peut rêver à quelque chose de plus grand que soi, sans pour autant le nommer, que c'est aussi une façon d'aller chercher le meilleur de soi et de penser à un sens commun. Chacun à sa façon, c'est accepter la spiritualité en tant que telle, c'est peut-être une façon de sortir des débats entre les trois grandes religions du livre et d'élargir un petit peu en accueillant ce que chacun peut faire dans le respect de chacun, dans le respect de la différence et de la religion de l'autre. Là pour le coup, si on parle des valeurs, il y a plein d'endroits où on peut discuter. La manif pour tous, c'est complètement au-delà de mes limites. Ça me paraît complètement sidérant qu'on manifeste pour une loi qui ne nous affecte pas. C'est comment on parle de ça, comment on accepte la différence de l'autre, comment on est systématiquement dans le refus de la haine et dans l'accueil. C'est peut-être ça qu'on va devoir répéter à chaque fois. Une société de talents, nous avons tous des talents, oui, nous avons tous des talents. Ça commence dès l'enfance et c'est aussi, Alexandre a parlé à un moment d'entreprise libérée. Il y a c'est aussi ce qu'on appelle le lean management. Il y a des dérives possibles. Néanmoins, quand l'entreprise arrête d'être dans l'injonction et dans la subordination et commence à appliquer les principes de sociocratie et la confiance dans les gens, la confiance dans le fait que chacun va faire de son mieux, et ben c'est beaucoup plus compétitif. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire Le bonheur au travail qui est passé sur Arte, qui montre et les dérapages et aussi toutes les choses formidables qu'on pourrait faire dès lors qu'on nomme un responsable du bien-être au travail ou un responsable du bonheur au travail. Alors, tout ce qui est nécessaire pour notre santé, ça éviterait le diabète, l'obésité, le cholestérol, les maladies cardiaques, ça éviterait des coûts. Alors ça c'est pareil, je pourrais en parler longtemps. Il est 10h moins 5, on se dit encore 10 minutes. Parce que sinon après c'est un peu long, mais on peut en refaire, on se dire qu'on en fait régulièrement. Si ça vous dit, votez plus. Sur la question globale. Aujourd'hui, le diabète, l'obésité, le cholestérol, les maladies cardiaques, ce sont des marqueurs d'inégalité. Les enfants les plus pauvres ont des marques d'obésité et sont ceux le plus atteints d'obésité et de diabète de type 2.
Le plan national nutrition santé, manger, bouger partout, a fait baisser l'obésité globale en France. En revanche, elle n'a pas joué sur les inégalités. Donc, les enfants les plus pauvres ont plus d'obésité. Il ne suffit pas de travailler l'éducation, il faut bien travailler contre la pauvreté et contre les inégalités, parce que ce sont elles qui créent les marqueurs. Il y a une étude aussi qui est sortie la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines, qui montrait que plus on est pauvre, plus on a de chances de mourir dans un accident de voiture. Là encore, c'est comment on voit ces interconnexions et on remet au départ cette question d'inégalité au cœur de la chose. Et puis j'ai envie d'ajouter quelque chose. Raccourcir l'écart entre les plus pauvres et les plus riches dans un pays, c'est bénéfique pour tout le monde, c'est bénéfique pour les plus pauvres, mais c'est aussi bénéfique pour les plus riches. On se sent mieux et on est plus heureux dans un pays où les gens vont mieux. Voilà, globalement. Donc tous ensemble, c'est bénéfique aussi pour les plus riches. Alors, il y a des petites discussions. Les colibris, je fais partie des colibris depuis plusieurs années, donc oui. Nouvelle Donne, Nous citoyens et les progressistes de Nadeau. Je ne sais pas si... Ah, j'ai montré le bouquin à l'envers. Je le remontrerai à l'endroit, il faudrait que je tourne la caméra. Tous ces mouvements sont intéressants. Moi, je ne suis pas partisane. Je pense que ce qui est important, c'est de trouver la convergence. Une de mes... on va dire, je me la pète, mais une de mes fiertés cette année en tant que présidente du réseau, ça a été, on s'est réunis à 22 adjoints à la santé de 22 villes de France qui allaient de l'UMP, enfin les Républicains, l'UDI, il y avait du PS, Front de Gauche, Europe Écologie Les Verts, enfin voilà, une grande variété. Et on a écrit un texte ensemble. Ça a été un vrai travail de débat et d'animation. Et ce texte, on s'est mis d'accord et dans l'après-midi, on a présenté ce texte et il a été ensuite signé par 85 villes. C'était sur la santé au niveau local. On était tous super heureux de l'avoir fait parce que c'était ça la politique. C'est ça qu'on fait quand on fait de la politique, c'est trouver comment on travaille ensemble. Et je pense que là, c'est les vraies réponses. C'est ce que je dirais à Nouvelle Donne et à tous les gens qui ont envie de travailler. Est-ce qu'on peut justement, vu les enjeux, vu l'urgence climatique, l'urgence sociale, l'urgence démocratique, se dire trouvons un intérêt général. C'est ce que font justement les convivialistes, les jours heureux, en trouvant des propositions communes qui peuvent se partager au-delà des partis. Le revenu de base inconditionnel, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, Eliane, désolée. En replay, vous pourrez le voir, mais je suis pour, avec plein de questions. Alors, comment mieux écouter les profs, les infirmières, les gens de la DDE, les maires des petites communes? De la méthode. C'est ce qu'on a fait quand on fait du porteur de parole. Je pense que toutes les méthodes d'éducation populaire, et là c'est vrai que ça serait... La prochaine fois, on essaie d'être plusieurs et chacun répond, et que ça soit Johan qui parle de l'éducation populaire parce qu'il le connaît bien. Plus on écoute les gens, plus on voit à quel point ils ont des choses formidables à dire et que très vite on va dans des choses de construction. Des espaces systématiques, des assemblées citoyennes qui permettent de faire remonter, qui permettent de construire. On a les conseils citoyens, ça avance bien. Comment ce que les gens produisent dans tous ces conseils, dans tous ces quartiers, dans toutes ces assemblées, permet d'aller vers l'intérêt général. C'est un peu ce que Nuit debout commence à faire en rassemblant les travaux des différentes nuits debout, comment justement ce que les gens disent va un peu plus haut, comment on leur garantit que ce qu'ils disent va être pris en compte. Je pense que là encore le numérique peut être d'une grande aide parce que ça permet de suivre, que la transparence des débats, avoir un canal comme il y a la télé Sénat, avoir une télé citoyenne qui permettrait de filmer des débats, d'avoir des interviews, de faire parler les gens et d'aller à plus grande échelle, comme certaines émissions le font déjà, mais aller plus loin de façon plus systématique. Et puis pas forcément sur les choses les plus rigolotes ou les plus innovantes, d'aller vraiment travailler sur cette parole des gens et ensuite de pouvoir les mettre en réseau. Parce qu'au fond, le numérique, ça nous permet de mettre des gens en réseau, des infirmiers psychiatriques de plusieurs hôpitaux, par exemple, ou des éducateurs. La laïcité reste le socle. Oui, bien sûr, une laïcité sans problème. Prévoir l'étude de baisser les remboursements de médicaments pour mieux rembourser d'autres formes de médecine. Je ne peux pas répondre.
dans l'idée d'aller faire de la prévention au lieu de faire du soin. Évidemment, on va dans ce sens-là. Après, ostéopathie, homéopathie, comment on valide les praticiens, comment on valide ce qui se passe, comment on valide ce qui a fait un effet, comment on fait ça ensemble, c'est ça ma question. En revanche, aujourd'hui, le budget national sur la prévention, c'est entre 2 et 5%, plus proche de 2. Si on veut commencer par la prévention, effectivement, avant de rembourser d'autres formes de médecine, je préférerais rembourser le sport, la culture, les massages. Allez, 5 dernières minutes. À quand le prochain Facebook Live? Et ben, on peut se dire la semaine prochaine. On va voir si vous dites la semaine prochaine dans les commentaires à suivre, on fait ça. Sinon, dans 2 semaines. Mais cette fois, on le fait à plusieurs. Si je gagne la primaire, quelle est la stratégie de l'équipe pour récolter les 500 signatures auprès des maires pour être à la présidentielle en 2017? Eh bien, Grégory, bienvenue. On s'est dit qu'on ferait, c'est une idée qui a été proposée au Café La Primaire qu'on a fait à Rennes samedi soir, et quelqu'un a proposé, bonjour Dragan, un maire funding, et j'ai trouvé ça super, c'est-à-dire comme un crowdfunding, et puis on ajouterait les maires au fur et à mesure, et puis ça leur permettrait de voir qu'ils ne sont pas les seuls et de montrer, et puis d'être dans une transparence qui nous permettrait de ne pas être dans une victimisation, à dire on ne trouve pas les signatures de maire, mais de montrer ce qu'on fait. On ne les trouvera pas tout seul. Il reste moins de 500 jours jusqu'à la présidentielle et on ne pourra pas voir un maire par jour. Donc ça va être à beaucoup. On compte aussi sur les réseaux de maires, les réseaux de maires ruraux, les réseaux de maires engagés dans le développement durable. Il y a beaucoup de maires citoyens. Et là, je voudrais ajouter quelque chose qui me paraît super important, que je n'ai pas dit au début. Si on est dans la primaire, c'est pour gagner la présidentielle, évidemment. Mais c'est surtout pour faire émerger une politique citoyenne. C'est du long terme, on est dans du long terme. La primaire, c'est les présidentielles, mais c'est aussi les législatives. La plateforme La Primaire, elle va vous permettre de vous inscrire pour les législatives dans tous les cantons. La primaire, elle va vous permettre de vous inscrire aux européennes, puis aux municipales. Et moi, je pense qu'en 2020, tous ces mouvements citoyens, ça peut faire vraiment un raz-de-marée. Parce qu'il y a plein d'élus citoyens déjà dans les mairies, il y a plein de petites villes qui sont sur des listes qui sont non partisanes, il y a plein de choses qui se passent et de gens qui ne savaient même pas que c'était possible. Si vous êtes sur mon Facebook, vous avez peut-être vu, je publie ma vie d'élu toutes les semaines. C'est venu au départ, alors je ne savais pas trop si c'était intéressant ou pas, mais c'est venu surtout de dire, moi je connaissais rien à tout ça, en fait je me suis retrouvée adjointe sans savoir ce que c'était. Et sans savoir ce que fait un adjoint, je me suis dit, au fond, ma responsabilité, c'est de partager ça. Et c'est de dire, voilà, j'ai des indemnités, c'est de l'argent public. J'ai une mission qui m'a été confiée par la maire, mais j'ai surtout un mandat confié par les citoyens. C'est normal que je dise ce que je fais. Donc voilà, n'hésitez pas à partager et puis à aller chercher des maires. Go Charlotte, merci beaucoup. Et puis... les élus doivent des organisateurs du débat public les moins décideurs possibles si on veut que le peuple soit le patron. Complètement Dominique, je pense que c'est une belle phrase. On crée le débat. En tant qu'à la mairie, on a, j'ai envie de dire, notre pouvoir, c'est le pouvoir de convocation et ça d'amener les gens autour de la table, dire les gars, on a un problème, comment on le fait ensemble, au lieu d'avoir les logiques où c'est pas moi, c'est lui et tout le monde part en courant. Au niveau national, on peut faire ça et moi vraiment j'y crois. Merci Alex. Oulala, il y en a encore beaucoup. Les logiques d'élection présidentielle superstar, on est d'accord, superstar, pardon, on est d'accord, je ne serai pas votre superstar. La prochaine fois, on fait à beaucoup. N'hésitez pas à participer, envoyez un petit message. On vous promet de présenter la page de l'équipe très vite et de vous donner un mail spécifique pour chacune des questions que vous pouvez avoir pour se répartir le travail, parce que tout le monde est bénévole. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne soirée, et puis si vous le voulez pas, pardon, à la semaine prochaine. Hop, une petite chorégraphie pour la fin, parce que